Avez-vous déjà ressenti cette impression diffuse mais glaciale de n'être jamais tout à fait à votre place ? Cette sensation particulière qui surgit au milieu d'un groupe, d'un dîner entre amis ou même au sein d'une relation amoureuse où une petite voix murmure au fond de vous. Je suis de trop, si je m'en vais maintenant, personne ne le remarquera vraiment. Pour beaucoup, ce sentiment n'est pas un simple manque de confiance passager, c'est le symptôme d'une empreinte émotionnelle ancienne et profonde, la blessure de rejet. Nous allons explorer ce mécanisme dans les moindres détails. Nous allons comprendre pourquoi le rejet ne touche pas à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Nous analyserons ce qui se passe physiologiquement et psychologiquement en vous, comme cette blessure façonne le masque du fuyant, et surtout par quel processus concret il est possible de s'en libérer. Pour bien saisir la spécificité du rejet, il faut d'abord le distinguer d'une autre blessure très proche avec laquelle on le confond souvent, la blessure d'abandon. L'abandon concerne l'avoir ou le faire. L'abandon, c'est la peur de perdre la présence de l'autre, d'être laissé seul face au vide. Le rejet, lui, est beaucoup plus radical. Il touche au droit d'exister. Quand une personne souffre d'un schéma de rejet, le message sous-jacent qu'elle a intégré très tôt dans son développement est « Tu ne devrais pas être là, tes besoins gênent, ta nature même est inadéquate ». Comment cette empreinte s'installe-t-elle ? Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas toujours besoin d'un traumatisme spectaculaire ou d'une maltraitance explicite. Un rejet peut s'ancrer à travers ce que l'on appelle des micro-traumatismes répétés. Un parent émotionnellement indisponible ou distant qui rejette inconsciemment les demandes d'affection de l'enfant. Le sentiment de ne pas avoir été désiré ou de n'être pas du bon sexe attendu par la famille. Un décalage marqué avec l'environnement familial ou scolaire où l'enfant sent que sa sensibilité, sa façon de penser ou sa personnalité sont constamment invalidées ou moquées. Sur le plan neurobiologique, ces expériences répétées laissent une trace matérielle. Les recherches en imagerie cérébrale ont montré que le cerveau ne fait pas de différence fondamentale entre la douleur physique et la douleur sociale. Lorsque vous subissez un rejet, c'est le cortex singulaire antérieur dorsal qui s'active, la zone exacte qui enregistre la souffrance lorsqu'on se blesse physiquement. Subir le rejet, pour le système nerveux d'un enfant, est perçu comme une menace vitale. Et pour survivre à cette menace, le psychisme va devoir créer un système de défense extrêmement sophistiqué. Ce système de défense, c'est la construction d'un masque, celui du fuyant. Face à la peur panique d'être à nouveau rejeté et d'éprouver cette douleur dévastatrice, le fuyant développe 3 grands mécanismes d'adaptation. Le premier mécanisme, c'est la stratégie de l'effacement. Puisque le monde extérieur est perçu comme dangereux et invalidant, la meilleure manière de ne pas être rejeté est de devenir invisible. Le fuyant apprend donc à réduire son espace vital au minimum. Il s'excuse souvent d'exister, exprime très rarement ses besoins, ne demande presque jamais d'aide et s'efforce de ne déranger personne. L'idée implicite est simple. Si on ne me voit pas, on ne peut pas me rejeter. Le deuxième mécanisme, c'est l'intellectualisation et le refuge intérieur. Ne se sentant pas en sécurité dans le monde réel et dans les relations, le fuyant se réfugie dans son mental. C'est souvent une personne dotée d'une grande intelligence théorique, d'un monde imaginaire, d'une richesse immense ou d'une capacité de réflexion très développée. La tête devient un sanctuaire imperméable où personne ne peut l'atteindre. Cela s'accompagne d'ailleurs d'une coupure corporelle. La personne a tendance à s'anesthésier émotionnellement pour ne plus ressentir ce qui se passe dans son corps. Le troisième mécanisme, c'est la fuite préventive. En matière relationnelle, le fuyant applique une règle inconsciente. Je vais te quitter avant que tu ne t'aperçoives de qui je suis réellement et que tu me rejettes. Dès qu'une relation devient trop intime,
que l'engagement se précise ou qu'un conflit pointe à l'horizon, le système d'alarme s'allume. Le fuyant prend de la distance, devient froid ou coupe le contact brusquement. C'est ici que s'installe le piège le plus tragique de la blessure de rejet, la prophétie autoréalisatrice. En adoptant une attitude distante, fuyante ou sur la défensive, le fuyant crée malgré lui de la confusion ou de la frustration chez ses interlocuteurs. L'autre, ne sachant comment réagir face à ce mur ou cette distance, finit par s'éloigner. Et en voyant l'autre s'éloigner, la personne blessée se dit « C'est bien la preuve que j'avais raison, on finit toujours par me rejeter. » Le schéma vient de se refermer sur lui-même. Alors, la question fondamentale est « Comment briser ce cercle ? Comment guider le psychisme hors de cette réaction de survie pour réapprendre à habiter pleinement le monde ?» La guérison de la blessure de rejet ne consiste pas à devenir insensible au refus, mais à construire une sécurité intérieure suffisamment solide pour que le refus de l'autre ne remette plus en cause notre valeur. Cela repose sur 3 axes de travail majeurs. Le premier axe consiste à sortir de l'auto-rejet. C'est le constat le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Aujourd'hui, la personne qui vous rejette le plus violemment, ce n'est plus votre passé, ce ne sont plus vos proches, c'est vous-même. Chaque fois que vous étouffez un besoin, chaque fois que vous vous jugez bizarre ou inadéquate, chaque fois que vous vous punissez intérieurement d'avoir été vulnérable, vous réactivez votre propre blessure. Le travail thérapeutique commence par l'observation de cette voix interne, critique, et par le développement d'une autocompassion active. Le deuxième axe concerne la réappropriation du corps et de l'espace. La blessure de rejet étant une coupure somatique, le retour à soi passe obligatoirement par le corps. Cela signifie réapprendre à ressentir l'ancrage, travailler sur la respiration, accepter et habiter physiquement un lieu. Concrètement, cela s'exprime dans des actes quotidiens, apprendre à dire non, oser donner son avis dans une conversation sans chercher la validation immédiate, et formuler une demande explicite en acceptant que l'autre puisse y répondre positivement ou négativement. Le troisième axe est la redéfinition du non de l'autre. Il est essentiel de réapprendre à décoder les signaux relationnels. Lorsqu'une personne ne répond pas immédiatement à votre message, lorsqu'elle décline une invitation ou lorsqu'elle exprime un désaccord, le filtre du rejet vous pousse à interpréter cela comme « elle ne veut plus de moi ». Le travail de restructuration cognitive consiste à intégrer une vérité simple. Le comportement de l'autre parle de ses limites, de son emploi du temps, de ses besoins du moment, pas de notre valeur en tant qu'être humain. Un refus n'est pas une annulation de votre personne. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Les personnes qui portent la blessure de rejet possèdent très souvent une sensibilité d'une finesse rare, une grande capacité d'observation et une vie intérieure d'une profondeur exceptionnelle. Ce sont des qualités précieuses. Votre sensibilité n'a jamais été le problème. Le problème était simplement l'absence d'un cadre intérieur suffisamment sécurisant pour le protéger. Guérir du rejet, ce n'est pas changer qui vous êtes pour plaire au monde. C'est réaliser que vous avez déjà, par le simple fait d'être ici, le droit absolu d'exister, de prendre votre place et d'être entendu.